suis assez ému par ce que j'ai entendu. C'est ma dernière sortie comme député. Mais ce n'est pas ma dernière comme militant communiste, bien évidemment. Et c'est vrai, bon, puisque... où est-ce qu'il est? Tu l'as, je suis là. Comme tu as fait, je suis obligé de faire un retour personnel, puisque tu as dit des choses qui me sont allées droit au cœur. Il faut savoir que le mandat de député que j'ai occupé en 2002 jusqu'au 31 mars 2025 minuit, ce mandat de député, je l'ai occupé après avoir été candidat, et ça surprend toujours quand je le dis, pendant 24 ans sur la même circonscription. La première fois que j'étais candidat dans cette terre de droite qui alternait droite et socialiste, j'avais 28 ans. Le parti avait, en 78, une représentativité beaucoup plus forte que maintenant. J'avais fait, je crois, 14,5 la première fois. Ensuite, en 81, vous savez qu'il y a eu un effondrement quand même de notre représentativité. Puis petit à petit, après, campagne après campagne, avec les camarades du parti, parce que c'était une action collective, on a grignoté, et en 2002, alors que c'était tenu par un député socialiste qui se retirait, le candidat socialiste derrière, on lui a passé devant. En ayant fait moins de 21% au premier tour, et au second tour, j'ai été élu avec 52% des voix. 24 ans. 24 ans. Élection après élection. J'étais principal d'un petit collège rural de 100 élèves, et le professeur de maths, un jour, me dit, mais si tu continues comme ça, tu auras 104 ans quand tu seras élu député. Mais on s'est accroché. Et si je dis ça, c'est pas pour valoriser le fait que j'étais candidat pendant 24 ans, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et même quand on a des périodes, qui sont des périodes que j'appelle de reflux un peu, où on pèse moins, et c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on a seulement 8 députés communistes. Eh bien, il faut continuer à s'accrocher. Il faut continuer à s'accrocher. Et on voit d'ailleurs que quand on tient ce que j'appellerais nos fondamentaux, par exemple le regard qu'on a sur l'immigration, sur l'accueil, quand on a cette rigueur sur les conquêtes, ou plutôt les conquis sociaux, quand on tient, à un moment donné, les choses peuvent se redresser. Plus récemment, assez récemment, Die Linke en Allemagne, qui était donné à 3,5, en un mois de campagne, ils sont montés à 9 et quelques. Ils ont doublé leur nombre de députés. Et il y avait une partie de Die Linke qui avait déserté pour épouser les thèses d'extrême droite, en fait, ou de refus de l'immigration. Il faut bien qu'on réfléchisse à ça. Donc il faut qu'on soit, je pense, qu'on soit fidèle à nous-mêmes. Et même si c'est compliqué quelquefois, de porter des combats, de tenir des discours qui s'appuient sur nos valeurs qu'on a dans les tripes, je crois qu'il faut tenir ça. Parce que l'histoire, elle n'est jamais terminée. Et même dans les périodes les plus difficiles, il faut qu'on s'accroche. Vraiment, c'est ce message que je voulais faire passer. Et puis, pourquoi je cesse mon mandat de député? Je n'ai pas de problème de santé, j'ai comme tout le monde, après 75 ans, j'ai eu un décollement de rétine, j'ai ça, avec des petits problèmes. Mais si ce choix a été fait, c'est un choix qui a été fait collectivement, avec ma fédération du Parti communiste, et qui a été fait en conscience. Parce que la pire des choses, c'est d'avoir la politique de la terre brûlée. C'est considérer qu'après soi, eh ben, vaille que vaille, il peut se passer un peu n'importe quoi. J'ai trop souvent vu ça. C'est-à-dire des transmissions qui n'étaient pas préparées. Or, la fierté que j'ai aujourd'hui, c'est que cette transmission est préparée. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Et j'aurais fait donc près de 23 ans de député. Transmission préparée avec mon suppléant, qui a combien, 43 ans, Julien, qui a 43 ans, qui travaille avec moi depuis 15-16 ans, et qui on a travaillé en fusion depuis 2022-2024, et de façon à ce que les choses se passent le mieux possible, en espérant que cette circonscription, on puisse la garder ancrée pour notre parti,
et pour, je dirais, pour tous les progressistes aussi. Et donc, c'était indispensable que je passe le manche le plus rapide. Et je le fais avec une sérénité, avec même un bonheur. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Et la seule difficulté qu'on a eue, je vous le dis, c'est que c'était prévu, ça, depuis 2022. C'était un peu plus compliqué, la transmission au sein du groupe de la Gauche démocrate républicaine. Bon, celui qui était prévu, on avait prévu ça. Ça devait se faire fin 2024, c'était Pierre Dharréville. Et malheureusement, aux dernières années, Pierre Dharréville, que vous connaissez des Bouches-du-Rhône, qui est une personnalité rayonnante, enfin, je ne veux pas... Du Gard. Molière-sur-Cèze. Pierre Dharréville, il est du Gard d'origine. Ah oui, il a une maison d'ailleurs, en Ardèche. Et Pierre Dharréville, c'était lui qui devait prendre le flambeau de président de groupe. Mais moi, j'ai tenu, malgré ça, malgré qu'il ne soit plus député, à passer aussi cette transmission-là. Et c'est vrai que c'est Stéphane Peu qui va assurer cette présidence du groupe. Et je suis persuadé aussi que ça se passera bien, parce qu'on la prépare depuis plusieurs mois. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'on puisse prévoir l'avenir, qu'il y ait une transmission qui se fasse sur la circonscription dont j'ai été le député, et qui se fasse aussi au niveau du groupe que je préside depuis 2012. Et ce groupe, il a une je ne parle pas de Cuba tout de suite, mais il a une particularité, c'est qu'il s'appuie sur les députés communistes. Donc on a aussi un GRS, Emmanuel Morel, qui siège avec nous, et il y a 8 députés communistes, et il y a 8 députés d'outre-mer. Et il s'est construit, depuis 2012, une forme de, d'empathie aussi avec les députés d'outre-mer, et y compris, ça nous a fait évoluer sur le regard qu'on avait sur les pays dits d'outre-mer. Et on a tenu des colloques, on a tenu des réunions à la fête de l'UMA, on a fait un colloque place du Colonel Fabien, pour que le Parti communiste, y compris, puisse évoluer quant au regard qu'il avait sur ces territoires et sur ces peuples. Parce qu'il y a autant de peuples qui ont des territoires, et ils sont attachés à ce qu'il y ait une autodétermination, et on vit sur ce territoire d'outre-mer les séquelles du colonialisme. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité. Et on porte ça. Et avec ça, on a porté une dimension. On parlait d'internationalisme tout à l'heure, moi je suis très fier de ça parce qu'on a fait monter cette prise de conscience. Et vraiment, on l'a fait monter et on travaille très bien. Demain, par exemple, je fais une conférence, ce sera un peu plus long, là, sur Cuba, sur mon livre. J'en ai profité, parce que je suis auvergnat, il faut que j'amortisse le voyage. Et donc, je vais à Montpellier. Et demain, par exemple, à Montpellier, il y a une grande manifestation contre le racisme qui va démarrer, je crois, à 14h30. Eh bien, il y aura 3 députés de mon groupe qui y seront. 2 députés de Guyane, les 2 députés de Guyane, et Emmanuel Djibaou de Nouvelle-Calédonie. Ils seront, je vais aller les saluer demain avant de rentrer, qui sont à Montpellier, parce qu'ils mènent un combat aussi sur l'ensemble du territoire pour faire comprendre ce que c'est que le racisme, pour faire comprendre ce que c'est que les séquelles du colonialisme. Et on a cette fierté, nous les députés communistes, de les accompagner, d'avoir compris leur combat, et ils nous le rendent très bien d'ailleurs. Très bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors moi, je ne vais pas rester sans rien faire. J'ai retrouvé un mandat, et j'en suis là aussi extrêmement fier, de maire adjoint de mon petit village, 500 habitants. Un village où j'ai été maire pendant 27 ans, mais en 1977, j'avais 27 ans, j'avais été élu maire adjoint, en menant une liste de jeunes, et le maire qui n'avait pas de majorité était obligé de me prendre comme premier adjoint. Et ben, je vais revenir premier adjoint d'un maire communiste, parce que la commune est toujours restée communiste, un copain qui est agriculteur, et je vais l'aider notamment à faire des choses que j'avais entamées quand j'étais maire, qui à mon avis ne sont pas terminées. Par exemple, la rénovation de l'église, monument historique, et puis le collège qui a fermé il y a 2 ans, qu'on le fasse revivre en accueillant des classes vertes, tout ce qu'on peut faire, tout ça. Et en définitive, pourquoi je m'intéresse à l'église? Parce que c'est comme ça, mais parce qu'en définitive, j'applique le droit canon. Puisque le droit canon, un curé, à 75 ans, il ne peut pas assumer la charge d'une paroisse, il est obligé de prendre sa retraite. Ben, je fais comme un curé, à 75 ans, j'applique le droit canon du Vatican, et puis je vais m'intéresser à l'église, à l'église de mon village. Bon. Mais je vais essayer vraiment, d'une part, de travailler avec mon suppléant qui va devenir député, modestement. On va renverser les rôles. Je vais être son collaborateur bénévole pour l'accompagner dans son mandat de député, pour qu'on essaie de sauver le siège,
qu'on sauve le siège, c'est l'objectif qu'on a. Et au niveau de ma commune, être à côté du maire pour aussi faire un travail concret pour aider à ce petit village que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est extrêmement important. Et j'aurai aussi, je le dis, des responsabilités, le parti ne va pas me lâcher. D'abord, il faut que j'en refuse, parce que si je les écoutais, j'aurais 3 fois plus de boulot après qu'avant. Mais je vais notamment prendre en main toute la solidarité sur Cuba. Toute la solidarité sur Cuba qu'on a lancée au dernier congrès pour essayer de coordonner tout ça, en travaillant avec les associations. Il y a Cuba Coopération, il y a France Cuba, c'est eux qui organisent demain d'ailleurs à Montpellier, il y a Cubaci, il y a plusieurs associations, chacune d'ailleurs a sa spécificité. Et c'est vrai que Cuba Coopération est dans le développement, par l'accompagnement, la coopération, et notamment dans le domaine médical, bon, on pourra en parler, mais je crois qu'il faut qu'on ait une mise en musique et que concrètement on apporte la solidarité à Cuba. Parce que la situation, elle est gravissime. Elle est gravissime. Et si j'ai écrit le livre, je précise d'ailleurs que tous les bénéfices du livre vont à la solidarité avec Cuba, enfin ça vous semble évident, je n'ai pas pris droit d'auteur dessus. J'ai beaucoup travaillé sur ce livre, parce qu'en plus ça, j'avais du boulot par-dessus la tête, il fallait que je passais mon dimanche après-midi, en fumant un cigare d'ailleurs, à écrire et tout ça. D'autant plus que moi je suis encore celui qui écrit au stylo, la plupart. Et c'est Corinne qui me ramasse tout, je corrige 2 fois, 10 fois, etc. J'ai écrit ce livre parce que j'ai pensé, j'avais un peu honte qu'on ne fasse pas suffisamment. Parce que quand on voit le blocus des États-Unis, ce blocus, on n'en parle pas. Et puis, ce qui m'avait créé un déclic, c'était une émission sur la 2, où il y avait un reportage, il y a 3 ans, donc de ça. Et alors, il montrait la situation à Cuba, comme un qui est passé la semaine dernière, je suis tombé dessus. Mais encore, il parlait du blocus. Mais le reportage que j'avais vu, il ne parlait pas du blocus. Alors ça faisait passer le gouvernement révolutionnaire cubain comme des incompétents, avec la famine, toutes les situations comme ça. Mais nom de Dieu, j'ai dit, il faut quand même qu'on explique. Il faut qu'on explique pourquoi il y a cette situation. Mais un blocus qu'on ne peut pas imaginer. Moi-même, en écrivant le livre, en faisant de la recherche, mais je me suis rendu compte à quel point c'était même au-delà de ce que moi-même, alors je suis allé 6 ou 7 fois à Cuba, je pouvais imaginer. Avec une législation états-unienne de transposition de la législation, donc de transposition sur tous les pays du monde, sauf ceux qui veulent bien résister comme la Chine, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est une asphyxie de Cuba. Et depuis 60 ans, ils vivent ce blocus. Et on s'imagine qu'il n'existe plus. Je discute, on me dit, mais il n'y a plus de blocus à Cuba depuis Obama. Je dis, pauvre imbécile. Il y a toujours le blocus. Et il est même pire aujourd'hui qu'il était. Ça, c'était légèrement... avec Obama, on voyait l'espoir qui arrivait. Il y avait de la lumière qui était là. C'était l'étoile dans la nuit, en quelque sorte. Mais ensuite, avec Trump et l'autre abruti de Biden qui n'a rien fait derrière, eh ben, le blocus, il s'est accentué. Aujourd'hui, on court à la catastrophe. Moi, je le dis, je me demande comment ils font pour résister. C'est pour ça que la solidarité, il faut qu'on la développe le maximum. Et quand vous voyez les histoires d'électricité, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Les centrales qui produisent l'électricité sont des centrales thermiques. Il y avait notamment Alstom. En 2015, la France, avec Macron qui était ministre de l'économie, on a vendu Alstom Énergie aux Américains. Or, il y avait des contrats de maintenance des centrales thermiques, il y avait l'envoi de pièces de rechange, il y avait des techniciens français d'Alstom qui se rendaient à Cuba. Tout ça s'était coupé du jour au lendemain par le blocus. Et donc on se trouve avec des centrales thermiques productrices d'électricité qui n'ont pas de pièces de rechange, qui n'ont pas le soutien technique indispensable au type de production, et qui s'abîment, j'allais dire qui se pourrissent, mais qui s'abîment, parce qu'il n'y a pas... donc ça tombe un peu en décrépitude. Mais pire encore, même celles qui marchent, encore faut-il avoir du pétrole. Or le pétrole, il n'arrive plus. Ou quand il arrive, c'est extrêmement compliqué. Un pétrolier, par exemple, qui va venir du Venezuela, il ne va pas pouvoir, s'il accoste dans un port cubain, pendant 6 mois, il ne pourra pas se rendre aux États-Unis. Parce que la loi, c'est la loi Torricelli, celle-ci. Il y a une batterie de lois que j'explique dans mon livre, parce que tout est détaillé. Il y a une batterie de lois qui font que, en fait, c'est une asphyxie qui est organisée. Vous avez la paralysie, une paralysie qui est terrible. Vous avez au niveau médical, alors que la médecine cubaine et une médecine qui était
j'allais dire, la première au monde, c'est pas exagéré de dire ça. J'ai visité lors d'une mission parlementaire que j'avais conduite en 2023, en septembre 2023, oui 2023. J'avais conduit une mission parlementaire comme président du groupe d'amitié. On nous a dit que en ce qui concerne la dialyse, les machines qui sont nécessaires à la dialyse étaient à bout de souffle. Et que si elles n'étaient pas réparées par des accords de coopération qu'avec des hôpitaux français notamment, eh bien, c'était des milliers de morts en perspective. Parce que le blocus fait que les pièces n'arrivent pas. Et que des pièces qui venaient des États-Unis, c'est bloqué par les États-Unis. Alors, au niveau international, il y a une interdiction complète que le blocus porte, notamment sur du matériel médical, mais la réalité, elle est là et personne ne dit rien. Donc il faut qu'on le dise, qu'on le comprenne. L'objectif du livre, c'est d'expliquer tout ça. Je l'explique en détail dedans, mais comme Sico Nicolas, il a fait venir 21 livres, il en aurait fallu 2 fois plus. Mais bon. Donc, je m'emporte un peu, mais je voudrais vraiment faire prendre conscience de ça. Et puis, c'est là que le lien peut se faire, mais les copains de coopération vont l'expliquer, hein. C'est là que le lien peut se faire avec les médecins cubains, en lien avec votre problématique de territoire. C'est ce qu'on a vu toute la journée. Moi, je le dis, vraiment, j'ai passé une journée exceptionnelle. Je ne dis pas pour vous flatter, parce qu'il y a des fois, je vais faire des réunions comme ça. Alors, il y a un débat qui n'est pas intéressant, ou vous voyez ce que je veux dire, ou alors, ça apporte rien. Et aujourd'hui, moi, je me suis enrichi de tout ce qui s'est dit. Vraiment, il y a eu des interventions. Il y a une chose qui m'a impressionné, c'est que vous savez rassembler. Vous avez rassemblé des élus de diverses sensibilités. Et pour qu'il y ait autant de maires, de représentants des collectivités, c'est quand même, moi je trouvais que c'était un signe fort. Il y a des interventions extrêmement intéressantes, venant notamment de syndicalistes ou de gens qui sont dans les mutuelles. Je parle des mineurs notamment et tout ça. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et il y avait la presse. Moi je fais des réunions, il n'y a pas un journal, il n'y a pas une télé, il n'y a pas une radio. Alors ici, depuis ce matin, là, je parlais d'amortir le voyage, je l'ai amorti, hein, parce que au niveau de la presse, je pense que tout ça, ça va être relayé, et je trouve que c'est une excellente initiative que vous avez prise, vraiment une excellente initiative, en considérant que la problématique centrale, bien sûr, c'est celle de l'offre de santé. Vous êtes, les communistes et les élus communistes, vous êtes comportés en lanceurs d'alerte, et à partir de là, comme tout lanceur d'alerte, ça diffuse, et c'est ça qui est vachement chouette, je trouve. Et en même temps, ça fait le lien, la transition, avec la possibilité, je l'espère, un jour, d'accueillir des médecins cubains qui seront sur un territoire tel que le vôtre. Et pour cela, il y a une action qui est conduite par Cuba Coopération. C'est eux qui sont aux manettes là-dessus. Et je vais essayer d'ailleurs de les aider dans ce que je vais pouvoir faire. Parce que j'ai rencontré le président de la République en lui disant qu'il fallait à tout prix qu'on passe une convention entre l'État français et l'État cubain. Donc si on y arrive, vous me paierez un autre mojito.